Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est le grand chef Yannick Aleno. Bonjour Yannick Aleno, merci d'être avec nous. Bonjour. Chef multi-étoilé, vous êtes celui qui possédait aujourd'hui le plus grand nombre d'étoiles dans un restaurant, c'est ça? Avec votre restaurant Le Pavillon Le Doyen, Exactement. La Bis. Ouais. Et on va parler de cette carrière, de cette trajectoire, de cette traversée depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui avec ce pavillon Le Doyen qui est absolument mythique. Et puis, alors c'est formidable, hein, vraiment. C'est un documentaire de Frédéric Guelaf. C'est très beau, c'est très bien filmé et on rentre vraiment dans votre intimité avec les hauts, les bas, les joies de bonheur. Et puis on va parler évidemment de la tragédie qui vous a frappé avec la mort de votre fils fauché par un chauffard. Et vous vous êtes engagé, vous avez créé une association justement pour aider les familles. On va en reparler. Oui, surtout que ses fils apparaissent dans le documentaire. Absolument, puisque ils sont ça très présents. Voilà. Puisque ça raconte 5 ans d'une histoire et ça démarre par une phrase très forte. Vous dites, quand j'ai quitté le Meurice, on m'a dit tu es fou, tu es fini. On peut être fini dans ce métier? Non, mais enfin, quand on a 3 étoiles et lâcher une maison aussi prestigieuse que le Meurice, c'est quand même assez osé, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on part? J'avais fait le tour bon, j'ai travaillé 10 ans dans cette merveilleuse maison, j'avais fait le tour et je crois que j'étais arrivé à un moment où j'avais le sentiment de mentir à ma clientèle. J'arrivais pas à m'extraire de cette cuisine, cette nouvelle cuisine. Enfin, je pense que j'avais été au bout de cette cuisine-là qu'on m'avait apprise et j'avais besoin de faire un pas de côté pour revenir avec une cuisine différente. Donc effectivement, j'ai eu... Puis vous savez, quand vous êtes à Paris, vous êtes dans une espèce de rouleau compresseur. C'est une machine à laver, hein. De clientèle, de presse, de pression, de ceci, de cela. On est toujours sous le feu des projecteurs. Et j'avais vraiment besoin de respirer un peu. Et là, on vous propose Le Doyen et vous dites ah mais moi j'ai pas d'argent. On n'a pas d'argent quand on a été 10 ans au Meurice? Bah non, on n'a pas d'argent. On est enfin, salarié, pas suffisamment pour acheter Le Doyen en tout cas. Ouais. Donc j'ai fait les fonds de tiroir. Vous avez fait les fonds de tiroir. On voit hein, cette aventure qui démarre. C'est un film, je l'ai pas dit, qu'on peut voir dès à présent sur M6+, donc la plateforme d'M6. C'est le documentaire le plus regardé. Ce matin, j'ai regardé. C'est le documentaire qui est en numéro 1. Il va passer donc ce soir à 23h30 après la. Non, pas ce soir. Non, il va passer le 19. C'est pour ça que je t'ai mis la date. D'accord. Il va passer, donc ça va être diffusé sur M6 le 19 juin après la finale de Top Chef. Déjà, moi je vous connais un petit peu depuis très longtemps. Vous êtes quelqu'un de plutôt timide, plutôt introverti. Pourquoi avoir accepté de vous laisser filmer comme ça? J'avais rencontré Frédéric Guelaf à Courchevel justement à l'époque où j'étais parti du Meurice et j'ai trouvé un garçon avec une sensibilité. C'est un artiste, une sensibilité extraordinaire. Et puis, il m'a demandé d'avoir les clés de Le Doyen. Ce qu'on fait généralement jamais. Il faut vraiment avoir confiance parce que... Et il est resté 4 ans. En fait, il a disparu dans le personnel avec tout le monde. Il faisait partie de la famille. Donc, avec sa caméra, il s'est baladé. Je crois qu'il a créé 600 heures de rush pour faire ce film. Ce qui est rare. Bah oui. Il s'est donné une mission, il voulait rester dans la boîte. Il m'a dit, je veux pas aller aux extérieurs, je veux rester dedans. Et donc, il a été puisé au fond de nous tous, ce que nous sommes. Oui, parce qu'il y a toute votre équipe. On voit tout. En fait, c'est aussi un hommage à la très grande cuisine, à l'exception française. 150 personnes. Hein, à l'exception française. C'est aussi ça que vous avez voulu montrer en acceptant ce tournage. Alors moi, j'ai rien voulu montrer. J'ai voulu faire plaisir à Frédéric. Oui, mais il y a aussi cette idée de la fierté que vous pouvez avoir de représenter cette cuisine française, cette exigence et ce savoir-faire qu'on ne connaît pas forcément de l'intérieur. Je crois que c'est un film qu'on pourrait montrer dans toutes les écoles. Ouais. Plutôt que de s'arrêter à la surface des choses. Un restaurant, ça vit pour sa clientèle, ça vit pour son personnel, ça vit pour ses chefs, et surtout ça vit pour un avenir. Ouais. Un avenir, je crois que cette maison, elle est là aussi pour créer l'avenir de la restauration française. Donc pas mal de chefs passent par cette maison, font leur carrière avec des bonnes bases, je crois.
avec une belle rigueur, parce que c'est un métier de rigueur. Je crois que c'est comme toute discipline. On peut comparer d'ailleurs la cuisine à un sportif de haut niveau. Ouais, c'est vraiment de la discipline. Ouais. De l'exigence, de la rigueur. Et puis moi, quand je regardais le documentaire, ça m'avait fait penser aussi à la haute couture. Mais c'est peut-être parce que j'ai suivi un temps Karl Lagerfeld, qui, comme vous, donnait ses plans, donnait ses choses, et après, il y avait des mains incroyables qui exécutaient les robes et autres, et après, il allait les voir, il voyait le petit détail, la couture a changé. Et vous faites ça à un moment, on voit dans le documentaire, pour créer votre carte, vous avez mangé plus de 150 ou 160 plats, c'est ça? Ouais, enfin c'est quotidien, on mange tous les ouais. jours. Là ce matin on a reçu une poignée de cèpes, on s'est mis au travail pour le fournir, pour le produire, pour le proposer ce soir. Donc on vit au rythme de la nature aussi. Et donc il faut être très en dehors. Et vous avez une règle qu'on voit dans le doc qui est formidable, c'est que vous interdisez à votre personnel de manger sur un bout de bar ou sur un bout d'autre. Il faut être assis pour manger. Je leur interdis pas, en tout cas je leur donne au moins l'indication de s'asseoir dans le restaurant dans lequel ils travaillent, de se mettre à la place du client. Je trouve que Bocuse disait si les cuisiniers mangeaient leur cuisine, on mangerait mieux en France. Et donc moi j'applique ça, je leur dis écoutez, il n'y a pas d'interdit, je les invite à s'asseoir à la place du client. Pour comprendre la nourriture, il faut s'immerger dans l'assiette, parce que c'est un moment particulier, un repas comme ça. Ouais. Et donc, effectivement, je leur interdis de faire ça parce qu'ils n'ont qu'une petite partie de l'analyse de leur travail. Et ça, c'est très dangereux pour un chef. Devenir chef, c'était un rêve pour vous, enfant? Comment ça s'est passé? Peut-être rappeler un peu votre parcours d'avant le doyen. Vous avez parlé du Meurice, mais est-ce que comme disait Bernard Loiseau, j'ai mes deux bacs, le bac d'eau chaude et le bac d'eau froide. Est-ce que, ou comme Jean-François Piège qui dit qu'on l'a mis en apprentissage parce qu'on ne savait pas quoi faire de lui. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, je crois que les fées cuisine se sont penchés sur mon berceau, parce que je vais faire ce métier depuis l'âge de 8 ans. Ouais. Maintenant, moi, je m'estime pas chef, je pense être cuisinier plutôt. La différence? La différence, un chef, c'est un organisateur de planning, un gars qui va faire voilà, c'est un organisateur d'entreprise. Alain Ducasse? Non, je crois qu'Alain Ducasse est un chef aussi. Il a été cuisinier, maintenant c'est un chef d'entreprise, mais moi, je veux pas lâcher la gamelle. J'aime les sauces, j'aime les sucres, j'aime l'odeur, tout ça, donc et puis je me sens en sécurité dans une cuisine. Ouais. C'est un documentaire très émouvant parce qu'encore une fois, vous avez dit, il y a 600 heures de rush, c'est ramassé sur 1 heure et quart, et on voit toutes les émotions par lesquelles vous pouvez passer. Et on vous voit parfois sous un jour pas très sympathique. Hein. Vous avez eu un œil, un regard ou pas? Est-ce que vous êtes toujours de bonne humeur, Valérie? Non, justement, mais on fait pas de documentaire sur moi, donc ça va. Mais moi, je suis partant. Ouais, oui. Non, mais encore une fois, on voit effectivement parfois la satisfaction n'est pas là, il faut l'exprimer. Je pense qu'il n'y a rien de tel que ne pas exprimer son mécontentement. Ouais. Le non-dit, il n'y a rien de pire. Donc, encore une fois, moi, quand je m'exprime, il n'y a jamais de volonté de blesser qui que ce soit. C'est juste leur dire, écoute, t'es pas au niveau de ce que le client attend, donc il faut se ressaisir, vous savez, je pense que c'est comme un coach au football ou au rugby. Je veux dire, quand on est sur je pense pas que Galtier soit parfois. Il faut aller directement sur le point parce que il y a un résultat à obtenir qui doit être immédiat. Il faut comprendre que la cuisine c'est effectivement la recherche du résultat immédiat, et puis on peut pas se tromper. Enfin, on n'est pas au cinéma, on recommence pas les prises. Aujourd'hui, la société accepte des choses qu'on n'acceptait pas à une certaine époque. C'est vrai qu'on a l'image des cuisiniers qui gueulent quand c'est le coup de feu. Qu'est-ce que tu fais? Allez, ça, la sauce. On avait ces images-là, et d'un seul coup, il y a eu un autre mouvement où d'un seul coup, les chefs ont été mis un peu au pilori, en disant faut changer vos méthodes. On a tous évolué, bien sûr, on a tous évolué. Vous-même, vous avez évolué? Bien sûr, mais fortement, je crois. Vous savez, je crois que le parcours d'une vie, c'est devenir un meilleur mec. Ouais. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai fait des erreurs, j'ai dit des conneries, comme tout le monde, je pense. Et alors moi, quand j'ai regardé le documentaire avec Valérie, moi, j'ai trouvé, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai trouvé dans une solitude. Vous êtes dans une solitude et c'est compliqué d'être dans votre tête. Mais vous êtes seul, en fait. Vous êtes seul, entouré de plein de monde. Faut pas y venir dans ma tête, c'est un peu trop le bazar. Non, mais c'est vrai que vous êtes dans une solitude, quand même. Vous savez, je crois que c'est un peu comme peut-être un marin.
qui amène une mission Avec un équipage. Avec un équipage. Donc je pense que ces décisions, son regard de la mer, ou en tout cas des vagues ou des intempéries qui peuvent leur arriver sur le dos, Ouais. c'est un peu pareil, je pense. C'est pour ça que la traversée est le mot juste, en fait, parce que c'est exactement ça. Enfin, si on prenait demain un voilier et l'Atlantique, il faut avoir un œil particulier pour pouvoir s'en sortir, je pense, à les périodes d'hiver. Et là, c'est pareil. C'est une tension permanente. On voit dans le film. C'est ce qui est. C'est vraiment. Enfin, j'ai rarement vu un document comme celui-là qui est aussi proche de la réalité, aussi sensible, émouvant et réaliste sur ce qu'est votre métier et sur ce qu'est la grande cuisine. Bon, il y a des moments de décontraction aussi. Oui, non, mais effectivement, vous savez, c'est mener 150, 160 personnes au succès. Et ça part de. Enfin, il y a 3 restaurants dans cette maison. Ouais. Il y a des banquets. Ça fait du volume de travail énorme, avec des pics de travail comme les fêtes de fin d'année, etc., etc. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, non. Mais c'est fascinant parce que on jongle entre une cuisine japonaise, une cuisine 3 étoiles. Quand on a commencé à sortir les travaux sur les nouvelles créations, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la création. Et la création, c'est arriver à quelque chose de nouveau. Le mot a été assez galvaudé. Soit on compose comme un musicien, ou soit on crée une musique. Mais c'est super prétentieux de dire je vais faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Non, c'est quand c'est le cas, il faut être juste. Quand c'est pas le cas, il faut le dire. Mais c'est votre but, donc il y a une vraie ambition. Dans le documentaire, ça arrive plein de fois où vous dites ça c'est nouveau, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Pourquoi cette quête de ça n'a pas été fait ? Je crois qu'on est dans une époque importante d'évolution sociétale. Comme Escoffier a pu le faire au début du XXe siècle. Il a été un réformateur extraordinaire de cuisine. Et aujourd'hui, je pense qu'on a, en tout cas, je me suis mis comme mission le fait de réformer une certaine cuisine, comme les sauces, par exemple. J'ai créé, je le dis, la nouvelle façon de faire des sauces. Alors, comme tout créateur ou comme tout truc nouveau, ça prête toujours au sourire. Effectivement, ça peut paraître prétentieux, mais moi, je ressens, parce que je vois tout le temps les évolutions que ça peut apporter à une assiette. Et aujourd'hui, bon nombre de personnes suivent le truc. Et c'est très bien. Le dernier en date, j'avais reçu René Redzepi plusieurs fois, meilleur restaurant du monde, et je lui avais montré comment on faisait. Il vient juste de s'y mettre. Donc, non, mais ça me satisfait, parce que ça veut dire que quand même... Il y a une transmission, et puis il y a une sorte de reconnaissance, forme de reconnaissance. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Yannick Aleno. On va parler toujours de ce documentaire à voir absolument sur M6 le 19 juin à 23h30, et surtout aller sur la plateforme M6+, il est en accès libre, et on en reparle dans un instant, et on va parler également de ce drame qui vous a touché, qui vous a frappé avec la mort de votre fils fauché par un chauffard, et de cet engagement que vous avez aujourd'hui, qui vous a fait découvrir en fait la solitude et la détresse des victimes. On parle beaucoup des agresseurs, mais assez peu des victimes et surtout de leurs familles. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Yannick Aleno, chef aux 16 étoiles. Vous êtes le chef du restaurant du Pavillon Le Doyen à Paris, juste en bas des Champs-Élysées, et on conseille avec Gilles vraiment à nos auditeurs d'aller voir sur M6+, donc la plateforme d'M6, le documentaire La Traversée qui vous est consacré, un documentaire réalisé par Frédéric Guelaf qui est resté avec vous pendant 5 ans, c'est ça ? Presque 4 ans, qui vous a filmé au quotidien cette traversée, effectivement, qui est une sorte de parabole de la vie, de l'évolution de votre cuisine, et puis de votre manière aussi de concevoir la cuisine. Et puis il y a un moment fort dans cette traversée, c'est qu'à un moment il y a Emmanuel Macron qui annonce le confinement, et là il y a un plan pour nos auditeurs, il faut absolument aller voir ce doc. Vous êtes seul, vous êtes en jean. Moi, je vous ai rarement vu en jean. Là, vous avez encore votre veste de cuisine. Vous êtes en jean avec un pull comme on pourrait être en vacances. Vous êtes seul dans le Doyen. Et là, tout vous est tombé sur la tête, alors que vous avez mis tellement d'investissement. Donc ça, c'est ma première question, c'est qu'est-ce que vous pensez dans ce plan-là à ce moment-là ? Et puis ensuite, il y a vos équipes qui disent qu'il faut faire des box.
Et là, vous assistez au début de la réunion, et puis vous levez, vous faites « Non, mais j'ai pas fait ce métier pour faire des box, de la pasta et de tout ça, là. Vous arrêtez vos conneries. » Et il vous convainc et vous leur dites, moi, si je fais des box, c'est des box luxueuses. Et là, vous mettez à faire des box à 80, à 100 euros. Et ça part comme des petits pains. C'est incroyable, ce moment. Ça a été un cataclysme, le Covid, non? Ça, c'était bizarre. Hein. Ouais. C'était bizarre parce que j'ai jamais débrayé du travail, jamais je me suis arrêté, en fait. Hein. Ouais. Et vous vous retrouvez vraiment là, pour le coup, en prison, quoi. Alors, je dis ça, mais à la fois, j'ai passé... des semaines incroyables avec mon épouse, donc ça a été aussi un moment de se retrouver. Ouais. Moi, j'ai écrit un nouveau bouquin qui s'appelle Tout doit changer, donc j'ai repensé le service pendant ce temps-là, mais effectivement, vous avez sur le dos des investissements considérables. Sur le doyen, on l'a refait du sol au plafond. Quand j'ai récupéré cette maison, elle était dans un état déplorable, et j'ai tout refait, quoi. Et donc, on est encore surendetté. Et la fin du Covid, ça nous a replombé, malgré les PGE. Hein, c'est un emprunt, faut quand même pas l'oublier. On nous a reprêté de l'argent, mais c'est de l'argent qu'on doit encore à nouveau. Mais ça, j'ai pas de problème avec ça. On a plombé de 2 millions d'euros encore. Donc, oui. Vous êtes endetté à 2 millions d'euros, là, encore? Le PGE, on a emprunté, en fait, on a perdu 2 millions d'euros, parce qu'on a eu, heureusement, que les aides d'État étaient là. Hein, et franchement, je crois que le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. Mais on s'est fait effectivement, moi les comptes de résultats ont été de moins de 2 millions à l'époque, donc et pendant ce temps-là, on a continué parce qu'on avait un remboursement d'une partie des charges, et nous les charges chez nous c'est 37%. Donc ils remboursaient 22%, donc on était à 15% de charges pour nous, quoi. Ouais. Donc j'ai mangé toute ma trésorerie. J'ai reparti avec quasiment plus d'euros dans la trésorerie, c'est le nerf de la guerre pour une entreprise. Donc il a fallu remonter la trésorerie. Et là, les box, c'était pas, vous aviez pas envie. Non, mais déjà, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que ça a stimulé l'équipe à rester ensemble. On n'a pas gagné un copec, hein, même si c'était de l'argent pour acheter. Je suis conscient que c'était pas donné, mais même là-dessus, on a fait un chiffre d'affaires qui a servi juste à tenir les équipes un peu. Il y a des scènes marrantes là-dedans quand on les voit faire, qui passent avec sa trottinette. Donc voilà, ils se sont tenus la main comme ça, en fait. Et ce qui a certainement permis de repartir sans trop de dégâts, en fait. C'est-à-dire que la maison s'est remise en ordre tout de suite. C'est assez impressionnant d'ailleurs à quel point cette armée, on va dire, est capable de repartir tout de suite à l'excellence. Ouais. Ouais, et moi je suis fier de mon équipe parce que c'est vrai qu'ils sont tous des gens extrêmement compétents dans leur différence, en fait. Et voilà, c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui de trouver du personnel. Il est assez fidèle, le vôtre. Oui, on a. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a moins de vocation? On voit qu'il y a beaucoup de gens qui, avec le Covid, se sont rendus compte que qu'il y avait une vie en dehors des horaires de la restauration et qui ont carrément abandonné. Enfin, il y a beaucoup de restaurateurs qui m'ont raconté qu'ils ont eu beaucoup de départs après le Covid. Je pense pas qu'on puisse comparer, en fait, le doyen ou en tout cas ces maisons étoilées, surétoilées. Ouais. On est dans des équipes de Formule 1, donc il y a toujours des passionnés. Hein. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai mes chefs qui m'ont toujours dit, ce métier ne vaut le coup que quand tu toucheras la frange du haut. Il faut rester là-haut, parce qu'il y a beaucoup moins de difficultés quand vous êtes 150 et qu'il y a un employé qui part. Il y a moins de dégâts. Enfin, on le ressent quasiment pas. C'est vrai que quand c'est un métier très difficile quand vous êtes 2 ou 3 dans une cuisine. C'est terrible comme truc. Donc moi, c'est toujours ce que moi j'ai connu les petits restaurants. J'ai commencé par ça et j'ai toujours dit à mes parents, moi, c'est pas ce que je veux faire. Hein. Alors je n'imaginais pas cette carrière, mais je voulais cuisiner dans de bonnes conditions. Ouais. Il y a un nouveau coup dur. Non, je voulais juste parler des étoiles aussi, la quête des étoiles dont il est question aussi. On voit tout votre personnel, regardez. Ouais. Bien sûr, c'est important. C'est le seul organisme, je pense, qui est encore objectif. Vraiment? Bah oui, vraiment. C'est les seuls qui payent leurs additions. Ce sont des gens extrêmement formés à déguster. Vous les reconnaissez? Pas toujours. Ça arrive des fois des fois on en reconnaît certains qu'on a déjà eu l'occasion de croiser. Hein. Faut se le dire. Après, ils ont un système qui fait venir. Il y a beaucoup de flux entre les étrangers. En Europe, il y a pas mal d'inspecteurs. Donc très honnêtement, et puis de toute façon, on sait quoi. On travaille pas pour eux. Hein. On travaille pour les clients. Ouais. On travaille pour nous. On travaille pour les équipes. Mais très honnêtement, je crois que c'est le dernier truc encore qui reste. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord.
Ouais. Encore une fois, je sais quand on perd une étoile, je sais pourquoi on la perd. Ouais. Et puis il y a eu cette tragédie, votre fils Antoine Aleno qui a été victime d'un chauffard, d'une violence routière qui évidemment n'aurait jamais dû avoir lieu, d'un délit de fuite, d'un homme poursuivi. Votre fils était à scooter, il a été fauché, il avait 24 ans et depuis vous vous êtes engagé, vous avez fondé l'association Antoine Aleno pour venir en aide aux parents d'enfants qui sont morts dans des circonstances tout aussi tragiques. Je suis allée sur votre site et déroule ces faits horribles, ces drames quotidiens. Le conducteur alcoolisé fauche un enfant de 2 ans et sa mère, un multirécidiviste tue un jeune de 21 ans. Et vous vous êtes battu aussi pour qu'on reconnaisse la circonstance aggravante dans ce type de délit. Alors, on s'est battu déjà pour créer une loi nouvelle qui est l'homicide routier. C'est-à-dire que moi j'ai assisté à des procès parce que j'ai aidé quelques personnes aussi à passer ce cap. C'est pas facile. Vous retrouvez dans la même pièce que l'assassin de votre enfant. Et la première phrase qu'on dit, c'est que vous arrivez, c'est de fait involontaire. C'est-à-dire j'ai pas fait exprès, quoi, en gros. Ouais. Et ça, c'est insupportable pour les familles. Donc là, normalement, le projet de loi repasse à l'Assemblée nationale, le 21 juin, en deuxième lecture, parce que c'est parti au Sénat. Il y a eu le rapporteur Spinner qui a fait changer 2-3 trucs, donc il faut que ça reparte. Tout ce temps perdu, je dirais, est terrible, parce que moi, j'aurais voulu commencer une campagne médiatique avant l'été, parce que c'est là où il y a plus de dégâts. Ouais. En disant attention, aujourd'hui votre acte sera plus jamais le même. En disant le jour où vous consommez de l'alcool ou de la drogue et que vous prenez le volant, vous êtes conscient que vous allez pouvoir faire du dégât ou un refus d'obtempérer. Il y en a encore eu un. Oui, la semaine dernière à Clamart. Voilà, donc à chaque fois ça a des incidences considérables sur la vie des gens. Donc l'association, elle est là pourquoi ? C'est pour faire reconnaître le statut des co-victimes. Ça, c'est vachement important de faire en sorte que. En fait, ce qui m'affole, c'est ceux qui restent. Ouais. C'est ces gamins, frères et sœurs, ou compagnons, ou amis, whatever, auxquels on ne fait même pas attention. Ouais. Et alors, j'ai vu des gens décrocher scolairement, socialement, parce que c'est normal, les parents restent focusés sur le départ de l'enfant, c'est tellement triste, qu'ils en oublient même les fratries, quoi. Donc nous, on essaye de dire, écoutez, faisons attention, parce que c'est l'avenir de notre pays. Le mois dernier, il y a 69 gamins qui sont partis. Moi, déjà, première chose, est-ce que le réalisateur a demandé d'enlever les séquences avec votre fils ou pas? Vous en avez parlé ensemble? Non. Et vous, parce que ça va être dur de revoir votre fils avec vous, parce que vous créez un hamburger avec lui. Vous deviez même aller un petit peu plus loin dans ça. Et donc, évidemment, c'est émouvant de le voir en pleine vie. Donc moi, je pensais que vous en aviez discuté avec le réalisateur. Et c'est une séquence assez forte. Et on vous voit revenir et vous dites à votre équipe, si vous me faites la gueule, je vais tomber. Pourquoi vous êtes retourné travailler? Difficile. C'est difficile, ça, hein? Ouais. C'est des moments sur lesquels il n'y a pas de réponse et on sent l'émotion qui est la vôtre. Évidemment, quand on évoque la mémoire de votre fils, vous m'avez raconté la détresse dans laquelle vous vous êtes retrouvé avec la mère de votre fils, totalement abandonné dans des démarches administratives invraisemblable. Vous êtes seul, personne ne vous parle, et c'est ça que vous avez aussi voulu. Ouais. On est là pour ça, on est là pour aider en fait. Ouais. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une solitude absolue et votre notoriété, vous l'avez mise à ce service-là, c'est-à-dire vraiment pour des gens qui n'ont pas cette voix, qui sont seuls aujourd'hui. Ouais. Donc il y a une assistante sociale, il y a un site, il y a énormément de choses, encore une fois, qui sont là pour ses parents, pour ses proches, vous le dites, les frères, les sœurs, qui se retrouvent dans une tristesse, dans une détresse et dans un vide juridique abyssal, parce qu'il y a des impôts, des choses à payer. Vous m'avez raconté que vous aviez été obligé de payer des choses ahurissantes. Ouais, l'ambulance qui m'a ramené à l'hôpital, des choses comme ça, mais je disais, en France, le pays de la bouffe, c'est pas normal qu'on crève de faim. Ouais. Et ben moi, dans le pays des droits de l'homme, je pense que c'est pas normal qu'on laisse crever nos enfants sur le trottoir. Ouais.
Voilà. Et surtout qu'on laisse crever les frères et sœurs sans assistance, sans même un regard. Enfin, je vais vous raconter un truc, puis après je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Mais on a eu le cas d'une enfant dont les parents n'avaient pas les moyens, ok. Et si la solidarité se met pas en place, cette pauvre enfant, parce que l'instruction n'est pas terminée, on va l'enterrer dans du sable. Ouais. Ok, pour la déterrer quelques semaines ou mois après, parce que l'assurance aura pris le relais. Enfin, dans quel monde on vit, quoi. Ouais. Enfin, moi, je suis désolé, hein, ça me fait vraiment, ça me rend coléreux, et je ne supporte pas ça, parce que c'est déjà tellement difficile. Il y a plus d'humanité dans ce truc-là. C'est fou, quoi. Il y a des violences administratives permanentes. Enfin, je sais pas, la reconnaissance, c'est une petite lettre de l'État qui dirait écoutez, nous avons appris avec effroi le départ de votre enfant. C'est pas grand-chose, mais c'est juste de la considération. Alors, c'est des pertes et profits aujourd'hui. 669 enfants l'année dernière de moins de 25 ans qui sont partis de violences routières. Donc moi, je suis désolé, hein, ça va être le combat de ma vie, mais je vais faire chier tout le monde. Oui, mais vous avez raison, et ça passe aussi par la sensibilisation, par la prévention. Y a un monsieur que j'aimais infiniment, Claude Gau, avec qui on a fait beaucoup quand j'étais sur LCI pour la prévention routière. Il y avait aussi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui qui est la personne qui est en charge de la prévention routière, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce chantier qui avait été lancé par Jacques Chirac à l'époque a été complètement laissé de côté, qu'il y a plus cette volonté, et quand il y a la volonté de lutter contre la violence routière, il y a des effets, il y a des choses qui se passent. Et Claude Gau était quelqu'un qui nous a quittés il y a peu de temps, mais qui se battait, qui se faisait moquer de lui, mais qui se battait contre la vitesse excessive, qui se battait pour la prévention. Et il faut absolument que ça redevienne une grande cause nationale, la prévention contre la violence routière, parce qu'on parle des décès, mais on parle pas des gens qui sont à Garches, des gens qui sont handicapés à vie, etc., etc. Donc c'est ça. Et puis les enfants qui sont pas encore nés et qui se retrouvent partis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais le sujet, il est faire prendre conscience à nouveau. On a le droit de picoler, mais prenez pas la voiture, quoi. Démerdez-vous à rentrer chez vous sain et sauf, parce que c'est votre santé, c'est votre famille. Derrière, tout est détruit, quoi. Pensons aux forces de l'ordre qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de réguler tout ça, et avec une contradiction où on sert de l'alcool et du vin dans votre établissement. Vous faites attention désormais. Mais moi, je bois de l'alcool, et donc je prends pas ma voiture. Enfin, encore une fois, c'est pas antinomie. Je pense que la société doit pouvoir s'organiser pour effectivement. Moi, je suis allé rencontrer le maire de Séoul. 60 millions d'habitants. Ils boivent plus d'alcool fort que nous en France. L'alcool, la tolérance est 0 à bord d'une voiture. 0. Mais par contre, la société s'est organisée. Donc, il y a des gens qui ramènent les autres, etc., etc. Donc, nous, on est en train de lancer un grand sujet. J'ai été à Vivatech pour faire un appel à candidature des nouvelles technologies. Au mois de février, on va lancer un grand security show, justement pour parler. Moi, je suis convaincu que l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies peuvent aider encore plus à la sécurité. Comment une voiture peut rouler à plus de 50 km/h devant une école le jour où les enfants sortent de l'école? Est-ce qu'on peut pas la brider automatiquement? L'autre fois, je prends un taxi. Le gars, il me dit, il m'avait mis un truc en fer dans le truc de sécurité, là, de ceinture de sécurité. Enfin, je lui dis, mais et la ceinture, elle marche pas? Elle fait, non, elle est cassée. Je fais, mais attendez, moi je suis sorti du taxi, je veux pas rentrer dans une voiture où je me sens pas en sécurité non plus. Donc aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir des moyens de pouvoir empêcher une voiture de démarrer si le gars il a fumé ou consommé de la drogue ou bu de l'alcool, quoi. Je veux dire, enfin, je veux dire, on est capable de faire tellement de choses. Et puis il y a les voyous. Enfin, il faut le dire aussi comme ça. Je veux dire, ce qui s'est passé pour votre fils, c'est un voyou, c'est un délinquant. Celui de la semaine dernière à Clamart, c'est un délinquant. Il a 14 ans. Je pense qu'on va peut-être découvrir, je ne veux pas présumer, mais qu'il n'en est pas à son premier méfait. Donc c'est aussi la répression qui doit être exercée au plus haut degré sur ce type d'individu. L'assassin de votre fils, je l'appelle assassin. Il est sorti de prison. Déjà, il y est pas allé au moment où il devait y être, parce que quand il a tué Antoine, il devait être en prison. Absolument. Donc le mec assume pas, c'est un lâche, hein. Le mec assume pas son crime. Il est parti en courant avec mon fils, était par terre dans son sang. C'était un vrai attentat. Donc
Ouais. Ouais, mais je il pense est qu'il sorti de il faut prison. durcir, il faut durcir. C'est Il faut voilà. durcir tout ça. L'association Antoine Aleno, si vous voulez aider, si vous avez besoin d'aide, évidemment, allez sur Bien sûr. le Puis sur dans le les site. aidants. Et puis en revenant à la cuisine, oui. une dernière question. Allez, ce midi, je vais venir avec Valérie manger. Déjeuner, on dit. Déjeuner. Oh, Nous allons venir déjeuner. nous allons venir déjeuner avec Déjà, Valérie. vous On va allez vous s'habiller. changer. Je vais mettre une chemise. Voilà. Vous avez vu, Voilà. maintenant, j'arrive à vous connaître avant. Je vais mettre une chemise, des belles Ouais. chaussures. Quel est le plat que La vous... signature. Voilà. Qu'est-ce que vous allez me... Qu'est-ce que je... Là, ce vous matin, j'ai conseillez mis au four des demi-oreillons d'abricot sous une croûte de feuilletage que je vais servir avec des girolles au vin jaune et des amandes fraîches. Abricot Girolles. Ouais, ça marche. On y va? C'est bien. On y va, Pas mal. Valérie? Et les projets d'ouverture de restaurants ou déjà Abyss. Ouais. Laurence, ma femme, a fait le décor de cet endroit magnifique. Ouais. Abyss à Monte Carlo. Donc on va avoir une approche japonaise mais locale avec la chance d'avoir un terroir exceptionnel avec des poissons, des légumes incroyables autour de la principauté. Donc on va faire un tout petit restaurant très joli. Bon, bah c'est déjà des projets. Il faut effectivement parler, avancer, il faut avancer, même si c'est pas toujours facile. En tout cas, pensez à cette génération de chefs aussi qui a été la vôtre, hein, celle de Christian la Lesquier, transmission, on voit de Jean-François Ça y est, elle nous met à Piège. la retraite. Voilà. On voit absolument. la transmission dans le doc. Absolument à ne pas manquer. Donc ce doc, La Traversée sur M6+, et puis le mercredi 19 juin à 23h30. Merci infiniment Yannick Aleno Merci d'avoir été beaucoup. avec nous. Tout de Bon suite les film. débats.